Alors, je suis Francis Vercamer, je suis actuellement député de la 7e circonscription, maire de M, vice-président à la métropole européenne de Lille, en charge de la politique de la ville et du renouvellement urbain. Je suis UDI, donc centriste, UDI, la transformation du nouveau centre qui lui-même était la transformation de l'UDF, et donc je suis centriste. J'ai été membre pendant les 15 dernières années de l'Assemblée nationale, de la Commission des affaires sociales, que j'avais choisie suite à une réflexion que j'avais eue d'ailleurs avec André Diligent à l'époque, qui m'avait dit, si un jour tu es député, ou si tu as une fonction dans la métropole roubaisienne, pense à défendre Roubaix. Et donc, j'avais choisi cette commission parce qu'elle traitait des problèmes sociaux. À l'époque, en plus, elle traitait également des problèmes de l'éducation, de la culture, et du sport, et pas seulement que de l'emploi, du travail, de la sécurité sociale, de la santé, ce qui est le cas aujourd'hui, mais elle était beaucoup plus large. Et donc, j'étais rentré dans cette commission de façon à travailler notamment sur le problème d'emploi, mais pas seulement, sur un certain nombre d'autres problèmes qui me paraissaient importants pour l'agglomération roubaisienne. Voilà. Et donc, pourquoi je me représente? Bien, tout bêtement, parce que je pense qu'il reste encore des choses à faire. Les Roubaisiens qui me diront l'inverse. On est en plein renouvellement urbain des quartiers de l'Epeul, de l'Alma. On travaille sur une opération d'intérêt national sur la totalité de la ville de Roubaix et même aux environs. La ville de Roubaix a des gros problèmes d'emploi et a besoin de moyens. Et donc, il me paraît important de continuer ce travail. Alors, je veux dire que j'avais hésité pendant un moment, mais le fait que le Front National soit au deuxième tour d'élection présidentielle m'a fait réfléchir et m'a incité fortement à repartir de façon à éviter une division éventuelle sur la circonscription qui aurait pu éventuellement faire passer les extrêmes à cette occasion dans une circonscription qui n'a pas besoin d'avoir d'extrémistes à sa tête, mais plutôt des gens qui œuvrent pour la population et pour le territoire. Si vous êtes élu, vous quitterez donc votre poste de maire de M. Pourquoi ce choix? Alors, si je suis élu, effectivement, je quitterai le poste de maire de M, mais également le poste de vice-président à la métropole lilloise, ce qui n'empêchera pas que je resterai conseiller municipal de la ville de M et conseiller métropolitain. Donc, je continuerai à travailler sur les mêmes domaines. Alors, certes, j'aurai un peu moins d'autorité dans les dossiers que je traiterai, surtout à la métropole lilloise, mais je suis dans le groupe du président et donc je pense que je pourrais faire passer les messages, d'autant que la vice-présidence en charge de la politique de la ville restera vraisemblablement dans le groupe dans lequel je suis, donc j'aurai vraisemblablement un point important vis-à-vis du vice-président suivant et vis-à-vis de cette politique-là à la métropole lilloise. En ce qui concerne la ville de M, bien évidemment, je lâcherai mon poste de maire avec un peu de nostalgie, parce que c'est un poste qui m'intéresse beaucoup, que j'étreins depuis presque 20 ans maintenant, et je sens les gens tristes de me voir partir, mais je leur dis, je ne suis pas parti, je reste là, je serai conseiller municipal, je continuerai à travailler au sein de la commune, et comme je connais tous les rouages de la commune, et en plus je connais le maire qui me succédera, si le conseil municipal le veut bien évidemment, et que c'est un ami à moi et que j'ai travaillé depuis 35 ans avec lui, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour continuer à travailler sur les sujets qui m'intéressent et travailler en binôme, comme je le fais d'ailleurs aujourd'hui avec lui, mais dans une position inversée. Comme on le disait en début de cette interview, donc vous êtes le député de cette 7e circonscription actuellement. Quel est le bilan que vous faites de votre mandat? Vous savez, je pense qu'on n'a jamais fait assez. Il faut toujours être humble dans les bilans. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai essayé toujours de travailler sur les sujets, comme je disais tout à l'heure, qui concernent le territoire, qui concernent la population de ce territoire, des sujets qui sont plutôt traités par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, mais j'ai traité d'autres sujets. La politique de la ville ne fait pas partie de la Commission des affaires sociales, et pourtant j'étais très présent sur la politique de la ville. J'étais présent aussi sur la partie économique, voire sur la partie finance de l'Assemblée nationale. J'ai essayé de traiter un certain nombre de sujets. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux tout simplement vous rappeler que le pôle mère enfant, c'est moi qui l'ai obtenu lors de la visite de Douste Blazy, qui était ministre de la Santé, je pense que c'était en 2005 ou en 2006. Vous voyez, c'est vieux, mais c'est à l'époque, c'est lui qui avait annoncé le pôle mère enfant de l'hôpital de Roubaix et à Madnande. Donc voilà, j'ai obtenu la police intercommunale qui a permis à M
Lannoy, Toufflers, Forêt et bientôt l'ERS d'avoir une police municipale. C'est moi qui ai fait passer les amendements sur l'insertion par l'économie dans les projets de renouvellement urbain. C'est mon amendement, je l'ai passé 2 fois d'ailleurs. Une première fois pour en faire un critère, enfin pour pouvoir l'inscrire dans le cahier des charges des appels d'offres, et une deuxième pour en faire un critère de choix, parce que moi-même à M, je n'avais pas réussi à choisir une entreprise d'insertion, parce qu'on m'avait dit vous ne pouvez pas la choisir, c'est pas un critère de choix. Donc j'ai dû repasser un amendement pour en faire un critère de choix. Voilà, donc il y a un certain nombre d'amendements que j'ai fait passer comme ça, ou de propositions de loi que j'ai fait passer et qui ont permis de faire avancer la circonscription, ou faire avancer en tout cas la situation des gens, parce que l'objectif derrière, c'est d'abord les populations, d'abord les habitants de la circonscription, j'irais même les habitants de l'agglomération roubaisienne, parce que j'ai toujours considéré que le député de la 7e, comme le député de la 8e d'ailleurs, ce sont des députés de l'agglomération roubaisienne. Et donc j'ai toujours d'ailleurs travaillé plutôt en bonne intelligence avec mon collègue de la 8e, même si on n'était pas toujours d'accord sur la politique générale, mais en tout cas sur des sujets particuliers de la métropole, enfin de l'agglomération roubaisienne, on a toujours essayé de travailler en bonne intelligence, de façon à avancer pour que les habitants de notre agglomération puissent obtenir des moyens supplémentaires, obtenir des formations, puissent avoir un avenir un peu meilleur qu'ils ne l'auraient eu si on n'était pas intervenu. Voilà, donc c'est un bilan, je pense, qui est plutôt favorable en ma faveur. Je pense que c'est reconnu par beaucoup de monde. Mais certes, je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire, je n'ai pas réussi tout ce que j'ai entrepris. La ZSP, par exemple, que j'ai voulu casser en deux, c'est la plus grande de France avec Roubaix-Tourcoing, je voulais en faire une uniquement roubaisienne et pouvoir l'étendre sur les autres villes de l'agglomération roubaisienne. Je n'ai pas réussi à le faire encore, bien que le ministre de la Ville m'ait dit la dernière fois, mais c'est fait. Ben, pour l'instant, c'est toujours pas fait. D'ailleurs, les maires de Roubaix, de Tourcoing, hier soir, au conseil municipal mutualisé, le faisaient remarquer que ça avait été annoncé, mais ça n'avait pas été fait, et ça avait été annoncé par Bernard Cazeneuve lorsque lui avais posé la question lors de sa visite au commissariat de Roubaix. Vous voyez, mais malheureusement, concrètement, dans les faits, c'est pas en application. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça qui vont continuer à se battre, parce qu'on sait bien que la sécurité, c'est la première liberté des gens. Bien sûr, si on a peur de sortir de chez soi, on n'a pas de liberté. Et donc, il y a ça à traiter, il y a à traiter. Justement, quelles sont donc les grandes thématiques que vous défendez Alors, les grandes thématiques que je défends, c'est bien sûr l'emploi. J'ai toujours défendu l'emploi, d'abord parce que j'ai un passé là-dedans. J'ai été conseiller prud'homme pendant 10 ans au conseil des prud'hommes de Roubaix, dans la section industrie. Donc, je connais bien le sujet de l'emploi et du code du travail. Donc, j'ai toujours travaillé sur ces sujets-là, ça m'intéresse, je pense que c'est vraiment des sujets prégnants pour lesquels on a parfois des grandes réussites et parfois des grands échecs, et donc il faut vraiment travailler. Malheureusement, à Roubaix, on a malheureusement eu les problèmes du textile, le déclin du textile, les drames qu'on a connus avec la fermeture des grandes filatures et toute l'industrie du textile en général, que ce soit les teintureries, les blanchisseries, les filatures et autres peignages. Et donc, on voit bien que ces tissages, et donc ces grands drames ont causé d'énormes problèmes à la ville de Roubaix, des problèmes de chômage, des problèmes d'exclusion, et donc c'est vraiment un sujet pour lequel je dois continuer à me battre, et je continuerai à me battre parce que c'est un sujet en plus sur lequel je suis considéré entre guillemets comme un peu expert à l'Assemblée nationale par tous les groupes. Mais il n'y a pas que ça, il y a le problème de la santé. On a des problèmes de santé extrêmement forts dans ce secteur, des problèmes de santé dus aux addictions, dus malheureusement à la drogue, à l'alcool. Et donc il y a des vrais sujets à travailler et à remettre par exemple des médecins spécialistes dans un certain nombre de quartiers parce qu'ils ont disparu. Donc aujourd'hui, vous cherchez un pneumologue, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital de Roubaix. Vous ne pouvez pas en trouver dans le secteur privé et dans ce qu'on appelle en médecine de ville. Donc c'est un vrai problème. L'hôpital de Roubaix est complètement engorgé en matière d'urgence, et donc il y a un vrai travail à faire pour essayer de recréer un parcours de soins, de travailler des soins de suite, de travailler la médecine de ville. Tout ça, il faut y travailler, donc ça c'est très important. Après, il y a bien sûr tout le sujet de la politique de la ville que je vais continuer à traiter, même si je ne suis plus vice-président, même si je ne suis pas la commission ad hoc, je vais continuer à traiter, parce que je suis aussi considéré comme un des spécialistes en la matière, et donc je pense que l'opération d'intérêt national de Roubaix mérite qu'on s'y attelle. J'avais rencontré le CGET, commissariat général à l'égalité des territoires, avec le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, pour
déclencher les études préalables, ce qui est en cours, hein, puisqu'on vient d'avoir l'accord, donc ça va démarrer. Après, derrière, c'est pas le tout d'avoir les études, c'est qu'après, il va falloir mettre en œuvre un projet très ambitieux pour pouvoir traiter Roubaix, et donc ils auront besoin d'un député qui connaît le sujet, qui va les appuyer au niveau des ministères, des différents ministères, parce que là, on va devoir travailler non seulement au ministère de la Ville, mais également tous les autres ministères concernés, éducation, culture, sport, bien sûr finance, hein, économie, emploi, voilà. Et donc ce sont bon, je veux dire, c'est un boulot que je sais faire, parce que ça fait 15 ans que je le fais, et donc je continuerai à le faire, bien évidemment. Sont les trois principaux thèmes que je vais aborder. Bien évidemment, il y a également le thème de la sécurité, qui est un peu plus compliqué, parce que bien sûr, la sécurité, c'est l'affaire de tous, c'est pas seulement une affaire d'effectifs de police, c'est particulièrement ça, parce qu'on a besoin d'effectifs de police dans le secteur, notamment le week-end où il n'y en a plus, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi coordonner l'ensemble des acteurs du terrain pour qu'il y ait de la prévention, pour qu'il y ait de l'occupation des jeunes, pour qu'on leur offre des moyens de s'éclater, hein, sans perturber la tranquillité du voisinage. Voilà, donc tout ça, c'est un travail qu'il faut faire, que je compte continuer à travailler comme je l'ai fait pendant 15 ans, même si je vous dis, j'ai pas eu que des résultats, et malheureusement, par exemple, sur le problème de la sécurité, j'ai eu beau écrire à tous les ministres de l'Intérieur, tous, sans exception, pour changer la ZSP, pour obtenir des moyens, j'ai toujours eu une réponse favorable, et aujourd'hui, c'est toujours pas fait. Donc il va falloir continuer à travailler sur ce sujet, et bien sûr travailler sur la justice en parallèle, parce que si la police n'est pas appuyée par la justice derrière, ça ne sert à rien. Les électeurs roubaisiens ont vécu une campagne présidentielle un peu spéciale, hein, hors du commun. Les Roubaisiens qu'on a pu rencontrer lors de nos tournées dans les différents quartiers nous ont dit qu'ils étaient déçus des politiques, qu'ils ne se retrouvaient plus dans les différents candidats au présidentiel. Comment vous avez vécu cette campagne des présidentielles, et puis quels sont selon vous les enjeux de cette campagne législative? Je pense que malheureusement, c'est un climat ambiant. Qui est le rejet de l'élu, quel qu'il soit. Et plus l'élu est haut dans la hiérarchie, si je puis dire, plus le rejet est important et plus l'incompréhension des électeurs est forte. Plus vous allez vers l'élu de terrain, vers l'élu du conseil municipal, le maire, plus les gens savent à quoi sert l'élu. Et donc aujourd'hui, les électeurs, les habitants en général, ont du mal à savoir à quoi servent les institutions de la France, quel est le rôle du président de la République, quel est le rôle du député, quel est le rôle du sénateur, quel est le rôle du ministre, quel est le rôle du conseiller général, du conseiller régional, tout ça. Les gens sont perdus, il y a des élections tout le temps et ils ne voient pas vraiment à quoi servent ces élus. Je pense que tous les élus, ou en tout cas une grande majorité d'élus, essayent de faire leur travail correctement. Mais c'est comme pour les trains, on repère que les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Ceux qui arrivent à l'heure, on n'en parle jamais. Et donc l'élu, c'est un peu la même chose. On ne parle que des élus qui ont des problèmes, on ne parle pas des élus qui font le boulot. Et moi, je connais des quantités de maires de petits villages qui font un boulot remarquable, souvent bénévolement, parce qu'ils touchent même pas d'indemnité ou quasiment pas d'indemnité, qui payent même pas leur essence, mais ils passent des week-ends, leurs vacances à traiter les problèmes des gens. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est du bénévolat quasiment forcé. Voilà, c'est des gens extraordinaires. C'est sûrement vrai dans différents échelons, cela. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui mouillent leur chemise pour les aider. Voilà, bon. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, j'ai rarement eu des gens qui se sont plaints de mon action en disant vous êtes payé à rien faire. Ça arrive. Souvent, c'est des gens qui n'habitent pas les circonscriptions ou qui sont comment dirais-je, des apparatchiks de partis politiques d'opposition, dans mon opposition en tout cas, de mon opposition. Et donc, bon, mais dans l'ensemble, les gens reconnaissent plutôt le travail effectué, reconnaissent que je suis sur le terrain, que je suis à Paris, je fais le boulot. Je crois que j'ai été classé 2e député du Nord, hein, dans un classement qui a été fait par Challenge ou l'Opinion, enfin un journal économique. Donc 2e sur 21, c'est pas mal. Je fais partie des 100 premiers députés en termes de présence à l'Assemblée nationale et en termes d'activisme, hein, parce que c'est comme ça qu'on peut appeler un député, quelqu'un qui fait un travail de fond, pas seulement qui lève la main quand on lui demande de lever la main, ou pas seulement quelqu'un qui passe à la télévision sur FR3 le mardi et le mercredi après-midi. Ce député, c'est quelqu'un qui est dans l'hémicycle et qui travaille sur les lois. Moi, j'ai plutôt été
présent sur les lois, surtout sur les lois dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les domaines pour lesquels j'ai décidé de m'investir. Donc voilà, et donc je suis réputé pour ça. Je pense que j'ai ma réputation devant moi, et donc pour ça, il n'y a pas trop de problème. Mais je reconnais que sur les élections présidentielles, le fait que les candidats qui émanaient des primaires ont été éliminés dès le premier tour, ça a donné un peu un sentiment que ceux qui restaient au deuxième tour, en tout cas que les autres candidats étaient moins connus ou faisaient moins de qualité. J'en sais rien. Je sais pas mon genre d'aller critiquer les élus que je connais pas ou qui n'ont pas encore fait leurs preuves. Voilà, c'est pas mon genre. Donc je ne sais pas ce que donnera Emmanuel Macron. J'étais pas pour lui. Je ne l'ai pas suivi. Je ne suis pas candidat aux législatives sous son label. Néanmoins, c'est le président de la République et j'attends de voir ce qu'il va réussir à faire. Pas simplement de la gloriole avec tel ou tel président ou chef d'État étranger, ce qu'il va faire pour les Français de tous les jours, comment il va traiter le problème du chômage, du pouvoir d'achat, le problème de la sécurité, le problème de l'équilibre territorial, le problème de l'aménagement du territoire, le problème du haut débit, beaucoup de gens réclament, les problèmes bien évidemment de sécurité et notamment de lutte contre le terrorisme, voilà, et surtout le problème de l'exclusion qu'on est en train de connaître, de la fracture qu'on est en train de connaître de plus en plus importante entre les différents types de populations qui traitent. Voilà. Et donc, moi, j'attends de voir comment il va traiter ça avant de porter un jugement sur la personne. Moi, j'ai rien contre lui. Il était ministre. J'étais dans son opposition quand il était ministre. Je l'ai rencontré, j'ai déposé des amendements, il n'a pas voulu prendre les miens. Je remarque maintenant qu'il n'a pas pris les miens pendant qu'il était ministre, il est en train de les mettre dans son programme. Bah, tant mieux, je ne vais pas aller lui jeter la pierre de reprendre les amendements que j'avais déposés quand il était ministre. Voilà. Donc maintenant, on va regarder comment on peut travailler intelligemment avec lui. Alors après, sur les législatives, il y a beaucoup de candidats. Alors ça, c'est le problème de la loi, c'est que en France, on a tendance à faire des lois sans faire d'études d'impact. Et lorsqu'on a modifié la loi sur le financement des partis politiques, eh bien, on a prévu que les candidats du premier tour des législatives étaient une première partie de financement des partis politiques, en fonction du nombre de voix obtenues, à condition d'avoir au moins 50 candidats qui font plus de 1% dans 30 départements différents au minimum. Et donc les partis politiques, plein de nouveaux partis politiques, mettent des candidats en place pour obtenir 1% des voix dans 50 départements, dans 50 circonscriptions en France, sur plus de 30 départements en France. Et donc il y en a partout qui fleurissent, des gens qu'on ne voit absolument pas, qui font quelquefois même pas d'affiches. Mais ce qui est important pour le parti, c'est qu'ils fassent 1% des voix pour pouvoir toucher le financement et le classer comme parti politique. Voilà. Alors, et donc ça, effectivement, ça perturbe beaucoup les gens parce qu'ils ont 10, 15. Alors moi, j'ai que 10 candidats chez moi. Je pense qu'il y en a 8e, il y en a 14. Mais quand je vois qu'à Lille, il y en a 25. Dans la deuxième circonscription, il y en a 25. Je comprends l'électeur qui dit, mais je comprends plus rien. Qui sont tous ces gens et qui ne trouvent plus son candidat parce qu'il y a tellement de bulletins de vote qu'il ne va pas savoir lequel il faut prendre. Alors donc, je comprends que ça perturbe beaucoup. Et ça, c'est encore une loi qui a été pondue sans faire l'étude d'impact sur l'impact que ça allait avoir sur l'élection elle-même. Et aujourd'hui, on a des gens qui ne veulent plus aller voter parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils doivent aller voter, parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Là, on vient de voir avec la nomination du gouvernement qu'Emmanuel Macron souhaitait un gouvernement d'ouverture, ni de droite, ni de gauche, voilà. Si vous êtes élu, comment vous pensez vous positionner par rapport à la majorité présidentielle? D'abord, je vais vous dire un truc, vous regarderez les enregistrements que vous avez fait de moi dans les élections législatives précédentes, où vous verrez que j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas d'idées de droite ni d'idées de gauche, mais des bonnes et des mauvaises idées. Et donc, c'est curieux, 15 ans après, parce que moi ça fait 15 ans que je suis député, il commence à y avoir des gens qui pensent la même chose que moi. Bah tant mieux. Voilà. Si le président de la République pense ça, tant mieux. Si mes concurrents pensent ça, tant mieux. Moi j'ai toujours pensé que les idées ne sont pas des idées de droite ou des idées de gauche. On a des convictions qui sont quelquefois, je ne vais pas dire à géométrie variable, mais en fonction du dossier ou du thème dans lequel nous sommes, les convictions peuvent être différentes. On peut avoir des convictions de droite sur tel thème et des convictions plutôt de gauche, considérées comme de gauche, sur d'autres. Voilà, sur l'emploi, par exemple, on peut être un peu de gauche dans le sens un peu plus solidaire, et dans, je sais pas, sur l'économie, qui est un peu plus de droite parce qu'on est un peu plus libéral. Voilà.
Donc tout ça, ça ne veut plus rien dire, le droite, la gauche, etc. Je pense que tout ça, ça a bien longtemps que ça a volé en éclat. Moi, c'est ce que je dis depuis 15 ans. Donc si les autres se rassemblent sur cette idée-là, autour de ce que j'ai annoncé à cette époque depuis toujours, tant mieux. Alors après, comment je vais faire ? Je vais continuer à faire comme je fais aujourd'hui. Quand la loi est bonne, eh bien, je la voterai. Quand la loi est mauvaise, je ne la voterai pas. M'abstiendrai ou je voterai contre. Je présenterai des amendements tels que j'estime être les amendements qu'il faut faire en fonction de mes convictions et non pas en fonction des convictions de mon parti, parce que j'ai mes convictions et j'ai un territoire que je dois défendre. Et si le parti ou le groupe dans lequel je suis n'a pas les mêmes orientations que moi, eh bien je ne suivrai pas. Parce que je suis un député indépendant, même si je suis un UDI, je suis un député indépendant. D'ailleurs, dans UDI, c'est-à-dire Union des démocrates et indépendants, donc je suis indépendant, et donc je voterai en fonction de mes propres convictions. Et j'essaierai de faire influer sur les lois en fonction de mes propres convictions. Je l'ai déjà fait et ça a quelquefois marché. L'insertion par l'économique, c'est moi qui l'ai fait, personne n'y avait pensé, et j'ai attiré un certain nombre de députés qui a fait que l'amendement a été voté. Les deux fois d'ailleurs ont été votés. Comme une fois, je me souviens, sur la loi SRU, qui était le nombre de logements sociaux dans les quartiers. Pourtant, c'était un député, c'était Patrick Ollier qui avait déposé un amendement pour assouplir la loi, et je suis intervenu et je me suis opposé à son amendement, et son amendement a été battu, alors que c'était une majorité de droite. Et il m'en a voulu, parce que je dis, mais toi, t'es de mon côté, c'est toi qui me fais battre mon amendement. Bah oui, parce que je trouve que c'est une mauvaise idée d'empêcher la loi de s'appliquer et donc de mieux répartir la population au lieu de la concentrer à Roubaix ou dans un certain nombre de quartiers. Je trouve que c'était idiot. Donc voilà, donc je lui ai expliqué. Bon, après, il m'en a plus voulu, mais voilà, c'est quelques anecdotes que j'ai en tête. Où je vote en fonction de mes convictions. Et moi, je suis contre les députés godillots, je suis contre les majorités absolues à l'Assemblée nationale qui sont à la botte du président de la République. Ça fait 15 ans qu'on a ça. En 2002, Chirac avait l'UMP qui avait la majorité absolue. En 2007, c'était Sarkozy qui avait l'UMP avec la majorité absolue, c'est-à-dire que le seul, il avait la majorité. En 2012, c'était Hollande, la majorité PS absolue, toute seule, et ça n'a pas changé la condition des gens. Donc ça prouve bien que ce n'est pas une majorité absolue qu'il faut. Il faut avoir des députés qui défendent des convictions, qui défendent des territoires, qui défendent des habitants, des populations, qui pèsent sur le poids. Et surtout, il faut que la majorité ce soit des majorités de projets. C'est-à-dire qu'en fait, on est la majorité des Français, non pas la majorité des députés qui votent. Et donc, c'est pas avoir la majorité à l'Assemblée qu'il faut, c'est avoir assez de députés qui représentent 50% des Français. Macron ayant eu 25% des Français, il faut qu'il ait un accord avec d'autres partis politiques ou d'autres tendances qui font aussi 25% des Français. Et là, il n'y aura plus de problème parce qu'on représentera plus de 50% des Français. Et lorsqu'on fera une réforme, d'abord elle sera discutée, elle sera pesée, elle sera négociée, et après elle sera acceptée par les Français parce que les Français estimeront qu'elle a la majorité derrière elle, et non pas seulement 25%. Alors sur les attachés parlementaires, quelle est votre position par rapport à tous ces scandales qu'on a pu voir dans la presse pendant la campagne présidentielle ? Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Moi je vais vous dire, il existe l'article 225.1 du Code pénal, il existe un certain nombre d'articles dans le Code du travail qui interdisent la discrimination. Ça veut dire quoi, discrimination ? C'est-à-dire qu'on choisit quelqu'un, non pas en fonction de ses compétences, son expérience, sa formation, mais en fonction de son âge, en fonction de son sexe, en fonction de son origine, en fonction de sa filiation, de son patronyme, etc. C'est complètement idiot. Voilà. Ou bien les gens sont compétents, ils ont de l'expérience, ils satisfont au travail pour lequel, à la mission qu'on leur donne, ou ils ne satisfont pas. Mais on ne commence pas à décider si les gens sont bien ou pas bien en fonction d'un critère qui est inhérent à la personne. Parce que ça s'appelle la discrimination, voire du racisme. Donc, moi, je suis complètement opposé à ça. Et de dire, on ne peut pas prendre un tel parce que c'est un emploi familial, comme on appelle ça, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est de filiation, ou c'est la femme, etc. C'est très gentil. Alors quand ce sera la maîtresse, quand ce sera une famille recomposée, quand ce sera le cousin qui n'a pas le même nom, comment on va faire pour savoir si c'est la famille, etc. Enfin, tout ça, ça ne veut rien dire. D'abord, c'est de la discrimination, c'est voire quelquefois du racisme, parce qu'on pourrait aussi dire à ce moment-là, on ne prend pas quelqu'un parce qu'il est d'origine étrangère, ou parce que, voilà, à ce moment-là, ça ne sera pas. Moi, j'estime que tout ça, c'est complètement, d'abord, c'est contraire à la loi, et je pense que c'est même contraire aux droits de l'homme, puisque les hommes naissent libres et égaux en droit.
Donc ils sont égaux en droit, quel que soit leur nom, quelle que soit leur filiation, ils ont les mêmes droits. Je ne vois pas pourquoi, parce que c'est la femme, la fille, le gendre, l'oncle ou la tante, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Enfin, voilà. Et donc je pense que de toute façon, cette loi serait inconstitutionnelle. Donc, voilà. Et en plus, je pense que... Alors moi, vous allez me dire, oui, mais vous, votre fille, ma fille, elle travaille, elle a été d'ailleurs reconnue comme... quelqu'un qui travaille beaucoup, puisque la presse s'en est même émue en disant mais c'est impossible, elle est partout. Oui, elle est partout parce qu'elle fait son boulot et qu'elle aime bien ça et qu'elle s'est investie dans son travail, dans sa mission d'assistant parlementaire. Et enfin, un dernier point, un assistant parlementaire, c'est un terme générique, au même titre que ce serait que salarié ou fonctionnaire. C'est-à-dire qu'un assistant parlementaire, il peut aussi bien travailler sur la loi que faire le ménage. Voilà, parce que l'assistant parlementaire, c'est quelqu'un qui assiste le député. Et donc, si quelqu'un nettoie la permanence parlementaire, c'est un assistant parlementaire, mais qui fait le ménage. Voilà. Et donc, de dire, oui, mais c'est un assistant parlementaire, il n'a pas travaillé sur la loi, non, parce qu'un assistant parlementaire, c'est comme si on disait fonctionnaire. Dans les fonctionnaires, il y a aussi bien le directeur général des services de l'Assemblée nationale que des gens qui sont sur les espaces verts et qui nettoient et qui sont d'ailleurs souvent plus utiles. Très bien. Et donc, dernière question, pourquoi les électeurs de la 7e circonscription doivent voter pour vous ? Écoutez, je pense que les électeurs de la circonscription votent pour qui ils veulent. D'abord, ce qui est important, c'est qu'ils votent. Je pense que ce qui serait le terrible, c'est que les gens ne votent pas. Parce que s'ils ne votent pas, c'est donner une prime aux extrêmes. Parce qu'on sait bien que les gens qui sont extrémistes ont tendance à se mobiliser. Et donc ça veut dire que moins il y aura d'électeurs, plus le poids des extrêmes sera important en pourcentage. Même si on voit, ils ne sont pas forcément plus importants, en pourcentage, ils seront plus importants. Et donc, il est important de se mobiliser pour que les extrêmes ne soient pas aussi importants en pourcentage. Ils sont le même nombre de voix, mais de manière relative, ce sera plus faible. Deuxième remarque, les gens votent pour qui ils veulent, parce qu'ils votent en fonction de leurs convictions et de ce qu'ils auront eux-mêmes déduit de ce qu'ils auront observé dans les programmes, dans les publications que vous allez faire vous-même, et je pense que c'est important. Il faut éviter de voter en fonction de ce qu'on leur a dit. Il faut que les gens votent en fonction de leurs propres convictions, de leurs propres intimes convictions. Alors après, une fois qu'ils auront fait ça, ils voteront pour moi parce qu'ils verront que ce que j'ai fait depuis 15 ans, c'est la meilleure preuve de ce qu'on peut faire sur une circonscription. Je pense que je continuerai à travailler comme ça parce que j'ai ça dans le sang. Voilà, c'est comme ça. J'aime cette agglomération. Je l'avais promis à André Léjean et donc je continuerai à le faire pour développer et travailler sur le développement de cette agglomération, sur la solidarité, sur l'équité du territoire, voilà. Et tout ça, ce sont des sujets qui me plaisent, qui ont besoin d'avoir des gens dynamiques et fonceurs pour le faire. Un peu grande gueule comme je le suis. D'ailleurs, mon slogan, c'est une voix forte, pas pour rien, parce que je suis réputé pour être une voix forte. Voilà, j'utilise ma voix forte, j'espère, pour l'intérêt général et pour la population de l'agglomération aubésienne, et je continuerai à le faire. Voilà. Donc, les gens voteront pour qui ils veulent, mais s'ils votent pour moi, j'en serai très heureux et très honoré. Merci beaucoup.